Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégal. Non, la race n'existe pas. Si, la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités. Et donc nous sommes sur Sortir du capitalisme pour une nouvelle émission autour du conspirationnisme aujourd'hui. Et donc évidemment c'est un thème qu'on a déjà abordé dans plusieurs autres émissions, mais on avait vraiment envie d'y consacrer une émission complète. Alors évidemment, celles et ceux qui nous écoutent régulièrement savent quelle est notre position par rapport au conspirationnisme. Évidemment, nous sommes anticonspirationnistes, puisque notre approche de la réalité sociale est une approche matérialiste qui considère que les grands phénomènes sociaux, les crises, les guerres, les événements économiques, sociaux, politiques, etc., sont avant tout le résultat de rapports socio-structurels, que ce soit des rapports de classe, de genre, de race, géopolitique, etc., ou que ce soit des phénomènes un peu plus impersonnels, notamment liés au fonctionnement du capitalisme. Et évidemment, le conspirationnisme s'oppose complètement à cette vision, puisqu'il va interpréter ces mêmes phénomènes, non pas comme résultant de rapports structurels entre groupes ou de processus plus impersonnels, mais plutôt comme étant le produit d'un gigantesque complot, d'une gigantesque machination qui serait ourdi par une petite minorité, un petit groupe agissant dans l'ombre et qui ferait l'histoire. Alors évidemment, ce petit groupe prend différents avatars en fonction des théories conspirationnistes. Ça peut être les reptiliens dans sa version la plus délirante, ou dans sa version la plus politiquement menaçante, ça peut être les juifs. Et évidemment, il y a tout un tas d'autres figures qui peuvent incarner ce groupe comploteur. Ça peut être les francs-maçons, les jésuites. Le documentaire Hold Up est d'ailleurs un bon exemple à ce propos, puisque alors que nous, dans une perspective matérialiste, on expliquerait le coronavirus par l'impact écologique du capitalisme sur les milieux sauvages et la diffusion du coronavirus par la mondialisation capitaliste, ce documentaire va l'expliquer à partir d'un supposé complot qui impliquerait l'Institut Pasteur, Bill Gates, le Forum Davos ou encore Macron. Une analyse qui est non seulement fausse empiriquement sur un certain nombre de points, même s'il y a aussi par ailleurs des critiques qui sont justes de la gestion gouvernementale, mais qui est surtout en fait une analyse contradictoire, puisqu'à la fois la création et la diffusion du virus serait une entreprise machiavélique qui serait destinée à tuer la moitié de l'humanité, donc le grand reset. Mais en même temps, les mesures de l'État français seraient illégitimes parce qu'au final, ça serait pas si dangereux que ça. Mais néanmoins, il ne faut pas se contenter de pointer ces contradictions, mais plutôt d'observer que ce documentaire n'a pas pour principal but de dire la vérité au sujet du coronavirus, même si c'est sa prétention, mais plutôt de critiquer tous azimuts Macron, la mondialisation, Bill Gates, l'Institut Pasteur, etc. Et une analyse matérialiste de Hold Up, d'ailleurs, pas simplement du coronavirus, peut d'ailleurs expliquer ce documentaire comme une volonté de s'attaquer à une partie de l'ordre existant, qui sera incarnée par Bill Gates, l'Institut Pasteur, Macron, le Forum Davos, au nom de la vraie France,
catholique, blanche, masculine, anti-révolutionnaire et petite bourgeoise du réalisateur Pierre Barnérias Desplat, qui est le principal réalisateur du documentaire et qui était déjà connu notamment pour ses documentaires pro-Manif pour tous. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas se contenter, comme un certain anticonspirationnisme conservateur, de balayer d'un revers de main Hold Up comme un document truffé d'erreurs factuelles. Il ne s'agit pas simplement de faire du fact-checking, mais plutôt d'analyser ce documentaire comme un documentaire politique, même si c'est dans un sens contre-révolutionnaire que ce documentaire est politique. Mais il s'agit donc de l'analyser et de le combattre en tant que documentaire politique contre-révolutionnaire. Et d'autre part, s'il y a une adhésion massive à ce documentaire, et d'ailleurs pas forcément sur des motifs contre-révolutionnaires, c'est justement parce qu'il répond à une volonté de critiquer, certes en l'occurrence un peu à n'importe quel prix et n'importe comment, y compris à travers des informations fausses ou contradictoires. Ça répond donc à une volonté d'une partie de la population française, et ça c'est totalement légitime, de critiquer le gouvernement français, la mondialisation, certains milliardaires ou encore l'industrie pharmaceutique. On comprend bien évidemment que dans cette émission, il s'agit évidemment de s'opposer au conspirationnisme, entendu comme cette théorie totale qui prétend tout expliquer par une multitude de complots ourdis par une même minorité. Alors, le problème, c'est que une fois qu'on a dit ça et qu'on a pointé les dangers politiques de ce type d'interprétation, qui est tendanciellement antisémite notamment, ou qui favorise le ciblage de minorités raciales ou politiques. Une fois qu'on a dit ça, et qu'on a également théorie est évidemment défaillante et en partie délirante pour expliquer les phénomènes sociaux, on pense que finalement on n'a pas dit grand-chose et qu'il est important non seulement d'opposer au conspirationnisme une vision matérialiste de l'histoire et des phénomènes sociaux, mais aussi d'avoir une analyse matérialiste du conspirationnisme et des conspirationnistes eux-mêmes, en montrant également la complexité de ce phénomène, puisque c'est pas la même chose de croire à un grand complot mondial juif ou de penser, c'est le cas par exemple aux États-Unis, de penser que le gouvernement blanc des États-Unis agit secrètement pour maintenir la population noire dans la pauvreté. Évidemment, on est dans des cas extrêmes, mais il y a tout un tas de cas intermédiaires. Et puis également, il faut distinguer ce qui relève du conspirationnisme comme cette théorie totale qui explique tout, et ce qui relève de l'adhésion à telle ou telle théorie du complot, parce qu'évidemment, c'est pas du tout la même chose. Donc pour discuter de tout ça, nous sommes avec Lucky d'Agitation, qui connaît bien ces questions et avec lequel on a déjà discuté des gilets jaunes d'ailleurs, qui sont souvent attaqués justement par certains groupes anticonspirationnistes comme Conspiracy Watch. Donc bonjour Lucky. Bonjour. Oui, donc effectivement, tu parles de Conspiracy Watch, donc c'est l'observatoire du conspirationnisme sur les réseaux sociaux et sur Internet. C'est un collectif qui a été créé et qui est toujours présidé par Rudi Reichstadt, qui justement va aborder la question du conspirationnisme sous un angle psychologisant, bourgeois, et qui est empreint de mépris de classe finalement. C'est-à-dire que plutôt que d'analyser ce qui fonde l'adhésion aux théories des complots, on va rester dans de la dénonciation pure et simple d'individus qui sont considérés comme trop peu cultivés finalement, un peu ignorants et qui du coup, effrayés par la complexité du réel, vont se réfugier dans des théories monocausales, simplistes. Donc l'objectif un peu inavoué de cette manœuvre, c'est évidemment de protéger le statu quo, puisque à chaque fois qu'on remet en cause, même si ça peut être maladroit, ça peut être mal fait, ça peut être effectivement une remise en cause conspirationniste, l'ordre dominant, ben on est tout de suite accusé de dire n'importe quoi, de délirer, d'être sujet à des biais cognitifs en fait. Et par exemple, chez Conspiracy Watch, on a vu énormément d'analyses entre guillemets qui consistent à exposer des tweets de tel ou tel gilet jaune lambda et dire regardez, il dit n'importe quoi, comme si le fait qu'un kidam tienne des propos conspirationnistes avait la même valeur que par exemple l'exposition médiatique d'un Soral sur le complot sioniste qui a longtemps été invité à la télé, qui a eu des relais politiques au Rassemblement national et ailleurs. Donc voilà, c'est une espèce de confusion. Et par exemple, Conspiracy Watch utilise beaucoup les données de la fondation Jean Jaurès,
qui est donc tenu par des sociologues qui font beaucoup de statistiques, genre notamment des sondages sur les théories du complot. Donc là, l'année dernière, ils ont essayé de tester le degré d'adhésion aux théories du complot de la population française en soumettant diverses questions, une dizaine de théories du complot, et en demandant aux individus interviewés s'ils y croyaient ou pas, tout à fait d'accord, plutôt d'accord, etc. Donc là aussi, on trouve un espèce d'amalgame, puisqu'ils mettent sur le même plan la collusion entre le gouvernement et les industries pharmaceutiques, et le fait que les États-Unis ne soient jamais allés sur la Lune. Pour eux, c'est la même chose, c'est une théorie du complot, et ils utilisent des indicateurs statistiques au lieu de penser ça, en fait. Voilà, donc fatalement, ça conduit à une dénonciation unilatérale de ces individus conspirationnistes, comme si leur système de pensée était complètement irrationnel, qu'elle sortait de nulle part, et que finalement il s'agissait d'un dysfonctionnement presque mental. Donc je vais aussi essayer d'éviter la tendance à la dénonciation des conspirationnistes qui cette fois viennent des forces de la gauche révolutionnaire, qui vont à raison identifier le conspirationnisme comme un danger et quelque chose de très nuisible pour les luttes sociales, qui véhiculent une dimension raciste très souvent. Mais ces organisations ou ces collectifs, je pense aux enragés, à confusionnisme.info, vont pas prendre la peine de réfléchir, de penser les mécanismes d'adhésion aux théories conspirationnistes, et vont se contenter de dénoncer des figures, etc., et les liens que peuvent entretenir ces figures. Donc je pense qu'il ne faut pas tomber dans la critique normative qui ne viserait qu'à séparer le bon grain de la vérité scientifique de l'ivrée complotiste. Voilà. Si les discours conspirationnistes sont reçus, sont écoutés, c'est qu'ils répondent à une demande. Tu as raison effectivement de pointer les limites un petit peu d'une dénonciation pure et simple du conspirationnisme, et qu'il faut évidemment s'intéresser pourquoi est-ce que il y a des théories du complot qui sont formulées, pourquoi est-ce qu'on y adhère, qui les formule, et quelle théorie du complot il s'agit. Donc évidemment, il s'agit pas de mettre sur le même plan l'anticonspirationnisme conservateur de quelqu'un comme Pierre-André Taguieff, qui considère que toute forme de critique sociale, finalement, est conspirationniste et donc antisémite, puisque finalement, la critique sociale dénoncerait certains groupes et certaines personnes, et donc, tendanciellement, elle serait conspirationniste et donc antisémite, même si, évidemment, il ne s'agit pas non plus de dire que il est parfaitement innocent de se concentrer uniquement sur la dénonciation de l'agissement de certains individus ou de certains groupes, à la différence près qu'évidemment, si on dénonce l'action de la bourgeoisie ou de la classe capitaliste d'une manière relativement matérialiste, on ne voit pas en quoi est-ce que ce serait un problème. Taguieff et confusionnisme.info, ce n'est pas évidemment le même type de critique du conspirationnisme, mais malgré tout, tu as raison de pointer que ça s'arrête finalement à une dénonciation, à une posture un peu élitiste et un peu avant-gardiste de nous avons la vérité et les autres ne l'ont pas, et donc il faut les dénoncer comme étant des prêcheurs du mensonge. Alors évidemment, on peut dénoncer à juste titre des personnalités comme Alain Soral, des sites comme Égalité Réconciliation, Méta TV, etc., pour leur promotion d'une vision du monde conspirationniste, antisémite, raciste. Mais évidemment, ce n'est pas la même chose de proposer une grille de lecture conspirationniste et antisémite à un public, et d'adhérer à certaines théories du complot qui sont moins problématiques que d'autres. Donc je m'explique, on pourrait dire d'une certaine manière que toutes les théories du complot, comme tu le disais, ne se valent pas, et qu'il y a des théories du complot qui, disons, émergent plutôt d'une politisation des dominés contre les dominants, et d'autres théories du complot, là pour le coup, qui sont issues des dominants. Alors précisons d'emblée que quand je parle dans cette émission de conspirationnisme des dominants, j'inclus ici, y compris, le conspirationnisme antisémite, non pas seulement des blancs, mais aussi des personnes racisées, des arabes musulmans, parce qu'il y a aussi des arabes juifs, donc je précise des arabes musulmans, des noirs, non juifs, etc., etc. Puisque au sein des rapports de domination antisémites, qu'on peut voir notamment historiquement à travers les pogroms, ou aujourd'hui à travers les discours et les agressions antisémites, eh bien, ces personnes racisées non juives sont du côté des dominants.
lors des pogroms à l'époque du Maghreb colonial, elles ont été du côté des Blancs et non des Juifs, donc du côté des dominants. Et aujourd'hui en France, elles bénéficient ne serait-ce qu'indirectement de l'antisémitisme, puisqu'ils détournent l'attention des Blancs, au moins en partie, vers d'autres racisés qu'eux. Alors ça, évidemment, on ne peut pas leur en vouloir, mais effectivement, objectivement, ça les place dans une position plus favorable dans l'ordre racial. Et même, là c'est plus actif, ils peuvent éventuellement bénéficier de s'associer aux antisémites blancs, et on le voit très clairement dans la trajectoire de Dieudonné, son rapprochement avec le Front National et Alain Soral, etc. Et ce raisonnement, là je tiens vraiment à le préciser, vaut aussi pour le conspirationnisme anti-asiatique des juifs arabes ou noirs, l'islamophobie des juifs et des chrétiens racisés, etc., etc. Tout ça pour dire que même si effectivement j'utilise là de manière un petit peu binaire ces catégories de dominants et de dominés, effectivement c'est une simplification de la réalité puisque l'ordre racial notamment est beaucoup plus complexe que ça, mais donc voilà, il faut entendre à minima dominant par rapport à telle ou telle forme de racialisation. Un exemple évidemment limite d'une politisation des dominés contre les dominants qui a été mis en avant par Julien Giry dans sa thèse de 2013, c'est les théories du complot au sein de la minorité afro-américaine qui dénoncent ce qui leur arrive comme étant le produit d'un complot des Blancs, du gouvernement états-unien, etc. Alors évidemment que ces théories du complot, prises individuellement, sont délirantes. L'idée que le gouvernement américain, les Blancs, ont inventé le virus du sida pour éliminer les Noirs et perpétrer un génocide, évidemment que c'est une théorie qui est fausse et qui est infondée. Évidemment que d'autres théories du même genre qui penseraient que KFC empoisonne sciemment les Africains américains pour les faire disparaître. Évidemment que toutes ces théories sont fausses factuellement et qu'en fait on peut expliquer la reproduction de la domination blanche aux États-Unis, la domination raciste blanche, par une analyse matérialiste. Mais d'un autre côté, quand on s'intéresse justement à cette adhésion à des théories du complot chez les Africains américains, on remarque que les gens qui adhèrent le plus à ces théories du complot blanc, entre guillemets, sont souvent les gens les mieux politisés, pas ceux qui ont un capital culturel le plus faible, et souvent c'est une forme de politisation importante de la communauté afro-américaine. Cet exemple un peu limite oblige à repenser un petit peu aussi notre vision du conspirationnisme. Oui, tout à fait. Il faut aussi s'interroger sur les racines matérielles du conspirationnisme. C'est pas un phénomène qui tombe du ciel. Au contraire, ça peut être un vecteur de politisation, qui aboutit à une impasse, comme tu l'as dit, tant qu'on ne parvient pas à dépasser justement les théories du complot qui fondent notre indignation, je dirais, du départ. Mais ça répond à un besoin de comprendre le monde politique, de comprendre le monde social de la part d'individus qui se sentent dépossédés, qui ressentent une injustice, qui vont chercher à l'expliquer en fait. Et le conspirationnisme, c'est le symptôme du fait que les gens aujourd'hui rejettent massivement les relais médiatiques traditionnels, les chaînes de télé, les médias dominants, etc., et qui sont aujourd'hui complètement discrédités. Donc, par exemple, la défiance grandissante à l'égard des chaînes de télé, elle s'est traduite par la popularisation d'une rhétorique arrêtez de regarder BFM TV, les moutons, pour disqualifier son interlocuteur et dire qu'il serait, entre guillemets, mal informé. Donc ce qui est significatif dans cette phrase, c'est non seulement que cette rhétorique est largement transversale à l'axe politique gauche-droite, c'est-à-dire que les gens de gauche vont accuser la BFM TV et les médias de faire le jeu de la droite, et vice-versa, et réciproquement, et parfois même les gens qui sont entre guillemets ni de gauche ni de droite vont accuser les élites, tandis qu'on a même vu des groupes de soutien à Emmanuel Macron accuser BFM TV de faire le jeu de la Ligue des Gilets jaunes. Donc en fait, c'est un peu tout le monde utilise la même rhétorique complotiste pour dénoncer tout le monde. Mais aussi, ce qui est significatif, c'est que voilà, il est souvent appelé à faire ses propres recherches, à s'informer hors des médias dominants, à aller ailleurs que sur BFM TV. Bon, malheureusement, c'est souvent sur des sites internet aux sources douteuses, mais ça dit qu'il s'agit d'un fait politique.
c'est un fait politique, on va chercher à s'informer, on n'est pas désintéressé par la politique, on a simplement d'autres canaux de politisation qu'on va fouiller, etc. Donc voilà, si les individus ne sont pas forcément capables d'identifier les causes formelles de leur malheur, de l'injustice, puisque par définition elles relèvent de rapports sociaux structurels assez abstraits, et ben le conspirationnisme leur donne le moyen d'identifier des ennemis visibles, donc tu as dit les reptiliens, le groupe Bilderberg, les francs-maçons, les sionistes, etc., et donne un nom à des rapports sociaux impersonnels et de fait insaisissables. Oui, effectivement, tu as raison de rappeler effectivement que c'est le conspirationnisme, c'est une forme de politisation. C'est presque en fait la forme de politisation par défaut, la première, hein. Un petit peu comme dans une de nos premières émissions, notre invité Johannes disait, entre guillemets, on ne naît pas anticapitalistes radicaux, on le devient. On ne naît pas anticonspirationniste, on le devient. Et souvent, les premières formes de politisation passe par une forme, alors évidemment plus ou moins importante, de conspirationnisme. Et en l'occurrence, dans notre émission, on parlait surtout de l'anticapitalisme tronqué. Effectivement, tout le monde commence souvent par une forme d'anticapitalisme tronqué avant d'arriver à des théories plus radicales et plus matérialistes, comme la critique de la valeur, la communisation, etc. Et je pense que sur cette question de la politisation, il faut réussir à tenir une position qui éviterait, je pense, d'une part, la pure disqualification comme étant une espèce d'infrapolitisation et qui n'aurait aucun intérêt et aucune valeur, qui est par exemple avancée surtout par les anticonspirationnistes conservateurs, qui en font quasiment une forme de pathologie, hein, notamment dans le cas des Noirs aux États-Unis, on va considérer que leur théorie du complot, qui dénoncerait la conspiration blanche et du gouvernement des États-Unis, relèverait d'une forme de pathologie, d'infériorité mentale des Afro-Américains. Et effectivement, ce type de discours anticonspirationniste conservateur témoigne, comme tu le disais, d'un mépris de classe, et bon, là en l'occurrence aussi d'un mépris de race. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas céder non plus à l'idée qu'on retrouve d'une manière un peu différente chez Le Pire ou chez Lordon, donc Lordon qui a écrit 2 articles sur le conspirationnisme, qui sont d'ailleurs loin d'être complètement inintéressants, au-delà du fait évidemment qu'ils ont une visée réformiste très peu intéressante sur cet aspect-là. Mais il me semble que si évidemment le conspirationnisme relève toujours d'une forme de politisation, d'une forme de prise de conscience politique, entre guillemets, et qu'on ne peut pas simplement le disqualifier comme une forme de fausse conscience, d'aliénation, voire une pathologie mentale. Pour autant, il faut bien dire que ce n'est pas un premier palier qu'il faudrait nécessairement franchir pour passer à un deuxième palier qui serait la conscience matérialiste, entre guillemets, des phénomènes sociaux et une critique matérialiste de la société, mais qu'on va dire que c'est plutôt une impasse si on poursuit dans cette voie. Et que pour passer à une critique émancipatrice et matérialiste de la société, il faut, en fait, entre guillemets, prendre la tangente et donc quitter cet univers idéologique et intellectuel conspirationniste. Et donc, voilà, d'une certaine manière, on peut dire que la politisation conspirationniste est bien une politisation. En tant que telle, il faut entre guillemets, voilà, la considérer comme voilà une forme de politisation parmi d'autres à un niveau analytique, mais pour autant, il faut bien garder en tête que évidemment, c'est une impasse intellectuelle et même à la limite même dans le cas afro-américain, il faut à un moment dépasser cette vision de la domination blanche et du gouvernement des États-Unis comme un complot pour analyser plus finement les mécanismes de domination et mieux lutter contre eux. Je voulais juste approuver ce que tu as dit et dire que il faut parler de conspirationnisme au pluriel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre au même plan toutes les théories conspirationnistes et il faut se demander quel imaginaire social charrie chaque théorie du complot. Par exemple, quand on prend la dénonciation assez courante dans la gauche radicale d'une oligarchie financière, d'un empire médiatique, etc., c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement réductionniste, mais on ne peut pas nier qu'au cours de la lutte des classes, les capitalistes usent de stratégies concertées pour conquérir des parts de marché. On a eu par exemple de nombreux exemples au cours de l'histoire, les oligopoles, les trusts, etc. Récemment, il y a quelque chose qui a été révélé, c'est que dans les partenariats, entre guillemets évidemment,
imposée par la France à ses anciennes colonies africaines après la décolonisation, il existait des clauses secrètes qui indiquaient que le surplus de matières premières de ces États africains devait être revendu en priorité à la France. Donc voilà, c'est le principe du secret défense, du secret d'affaires, etc. Ce sont des notions qui existent, qui sont reconnues, qui ne viennent pas d'une conspiration omnipotente, mais de l'intérêt matériel d'acteurs sociaux. En fait, voilà. Donc dire ça, c'est pas la même chose que de croire au protocole des sages de Sion ou penser que les vaccins inoculeraient consciemment des maladies mortelles au sein de la population. Oui, tu as raison effectivement de rappeler que, évidemment, dans une vision matérialiste du monde, on s'intéresse avant tout à des phénomènes structurels de domination, d'exploitation, à des processus impersonnels, etc. Mais que pour autant, pour reprendre un terme de sciences sociales, les classes dominantes et les États, etc., ont bien une forme d'agentivité, une capacité d'agir. Ils ne font pas que reproduire mécaniquement les rapports de domination. Ils n'en sont pas que des masques de caractère, mais ils peuvent agir consciemment pour améliorer leurs profits, accroître leur puissance pour ce qui s'agit des États, et que, en fait, une bonne partie, effectivement, de la société bourgeoise et de l'État fonctionne sur le mode non pas tellement du complot, mais du secret. Effectivement, on ne sait pas tout ce qui se passe à l'intérieur de l'État, très loin de là. On ne sait pas tout ce qui se passe à l'intérieur de la bourgeoisie. D'ailleurs, les Luftmensch, dans leur blog, qui était une critique assez cinglante de Lordon, rappelaient qu'effectivement, les décisions dans une entreprise se prenaient de manière secrète, à l'insu des ouvriers, que ce n'est pas pour autant un complot. Donc c'est vrai qu'il faut bien rappeler le fait que la société actuelle fonctionne aussi sur un mode non transparent et que effectivement c'est cette non transparence qui alimente voilà le conspirationnisme de manière générale. C'est un biais souvent utilisé justement par les dénonciateurs bourgeois et conservateurs du conspirationnisme, c'est de dire qu'à chaque fois qu'il y a une dénonciation d'intérêt matériel, donc quand on parle de lutte des classes, on fait du conspirationnisme, comme si le patronat et les ouvriers n'avaient pas d'intérêts divergents et que penser qu'il y a du conflit dans la société, c'est déjà un complot. Oui, et je pense que là, effectivement, on peut critiquer en partie l'idée que toute forme de personnification serait tendanciellement antisémite, puisque évidemment, quand cette personnification, c'est les juifs, ou c'est une petite minorité secrète, évidemment qu'elle est tendanciellement antisémite, mais si il s'agit simplement de dénoncer les agissements de la bourgeoisie qui, en partie, ne sont pas transparents et connus du public, rien que dans le fonctionnement d'une entreprise, dans les réunions patronales. En fait, ce n'est pas incompatible avec une vision matérialiste. Une vision matérialiste devrait pouvoir ne pas simplement être basée sur une vision mécaniste et automatique de la reproduction des structures de domination, impersonnelles et entre groupes, entre classes, races, genres, mais aussi sur le fait que ces groupes, eh bien, ils font aussi des choses activement pour reproduire ces rapports de domination, pour les accentuer, etc., etc. Et évidemment, tu as raison de pointer que c'est pas la même chose de dénoncer les agissements des gouvernements néolibéraux ou des médias et de croire que l'histoire de l'humanité est gouvernée par le grand complot juif. Alors, évidemment, en disant ça, les personnes qui nous écoutent savent très bien qu'on considère que ces visions sont limitées, qu'elles n'expliquent pas tout, qu'elles mènent souvent à des impasses politiques et théoriques. Dénoncer simplement le pouvoir des médias ou l'oligarchie financière, c'est une impasse politique, puisque ça ne frappe pas le cœur de la société bourgeoise du capitalisme, mais pour autant, évidemment, c'est pas la même chose que le conspirationnisme antisémite. Voilà, c'est aussi ce que je disais quand je parlais d'imaginaire social tout à l'heure, c'est qu'en effet la critique de la valeur, et notamment Moïse Poston, va parler de l'antisémitisme comme une espèce de conscience tronquée du capitalisme, qui va analyser tous les faits sociaux, l'abstraction des rapports sociaux en les identifiant aux juifs. Et du coup, ils vont élargir cette identification en disant à chaque fois qu'on identifie des rapports sociaux abstraits qui sont ceux du capital
un groupe d'individus, on est tendanciellement antisémite. Donc toute la subtilité est dans cet adverbe tendanciellement qui dit un peu tout et son contraire, et on ne sait pas vraiment où est la limite. Mais la dimension raciste des théories du complot, de nombreuses théories du complot, est indéniable. Elle est très présente et elle doit absolument être combattue. Donc la spécificité de l'antisémitisme par rapport aux autres racismes, l'islamophobie, la négrophobie, etc., cet antisémitisme contemporain, il est inextricable des théories du complot. C'est-à-dire que les juifs ne sont pas une espèce de race inférieure qu'il faudrait balayer en colonisant leur pays, mais des gens qui chercheraient à contrôler le monde, à s'accaparer le pouvoir, etc. Donc on a déjà une espèce de... Bebel parlait du socialisme des imbéciles. C'est en gros, on dit, voilà, ce sont les ennemis, c'est eux qui nous gouvernent. Et ça, c'est la spécificité de l'antisémitisme. Mais ces dernières décennies, vraiment c'est très récent, on assiste à une évolution des autres formes de racisme, notamment l'islamophobie, qui va également glisser vers du conspirationnisme. On a souvent des médias qui vont évoquer le complot décolonial dans nos universités, la 5e colonne islamiste, l'islamo-gauchisme de nos gouvernements, etc. Tous ces gens qui manœuvreraient en sous-main pour transformer la France en république musulmane ou je ne sais quoi. Donc voilà, ça c'est quelque chose le péril jaune même de l'État chinois. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, par exemple, dans la théorie du grand remplacement, qui était inventée par un écrivain français, Renaud Camus. Donc Renaud Camus, qui est un pur représentant de la bourgeoisie, qui a créé une liste politique pour les élections européennes, d'ailleurs. Donc c'est pas quelqu'un qui est particulièrement dans l'antisystème. Et voilà, donc le grand remplacement, c'est l'idée que la démographie finalement serait tronquée par nos gouvernements, qui ferait délibérément entrer des masses de millions de non-français, d'étrangers, d'arabes, c'est ce qu'ils sous-entendent, pour remplacer la race blanche, entre guillemets, voilà. Donc tout ça, ce sont des théories du complot racistes, exclusivement racistes, et qui ne portent absolument rien de positif. Tout ce qu'elles font, c'est soit servir les affaires de boutiquiers de la haine qui vendent des produits dérivés du racisme, comme Soral ou Dieudonné, qui vendent des livres et qui font leur beurre commercial là-dessus, soit servir les intérêts de l'extrême droite réactionnaire en fustigeant des boucs émissaires, ce qui permet d'appuyer son agenda raciste non pas sur un discours de haine, qui est aujourd'hui assez obsolète, mais sur la défense des siens. En fait, finalement, aller contre l'immigration, contre le complot sioniste, ce serait pas juste de la xénophobie raciste, mais ce serait un combat patriote contre les forces occultes qui viennent mettre à bas la civilisation occidentale. Donc par exemple, une phrase de Charles Maurras qui disait dans le journal de l'Action française en 1911 « Tout apparaît impossible ou affreusement difficile sans cette providence de l'antisémitisme. Par elle, tout s'arrange, s'aplatit ou se simplifie. Si l'on était antisémite par patriotisme, on le deviendrait par simple sentiment de l'opportunité. » Là, c'est clairement assumé. Effectivement, ça explique pourquoi est-ce que le Front National aujourd'hui est moins antisémite, parce qu'effectivement, ça fait moins recette auprès de ses électeurs. Mais évidemment, ça ouvre la possibilité à un renouveau de l'antisémitisme au Rassemblement national, à partir du moment où l'antisémitisme serait susceptible d'avoir un intérêt électoral, même si évidemment, dans les dénonciations de la mondialisation, des mondialisateurs, etc. Il y a toujours des connotations où ça peut renvoyer, disons, un imaginaire antisémite dans les discours de Marine Le Pen, mais évidemment de manière codée. Mais ce que je trouvais vraiment intéressant dans ce que tu viens de dire sur l'antisémitisme et l'islamophobie, c'est que finalement, dans les deux cas, on est en présence de conspirationnisme des dominants. Je m'explique, puisque je parlais tout à l'heure d'un conspirationnisme des dominés, donc la minorité afro-américaine qui attribue sa condition à un complot des Blancs, ce qui, évidemment, est en partie faux, puisque c'est pas vraiment un complot, mais ce qui est en partie vrai, puisqu'effectivement, la majorité blanche cherche activement à reproduire sa domination sur la minorité afro-américaine. Simplement, elle le fait pas par les biais qui sont imaginés par ces théories du complot. Voilà, elle invente pas le sida, etc., etc. Il y a certaines théories du complot, par contre, qui sont peut-être un peu plus proches de la réalité, comme par exemple le fait que dans les années 1980, il y a eu une politique, où on a favorisé, le fait que les communautés noires soient ravagées par le crack, pour mieux, entre guillemets, ensuite les détruire. Même si, évidemment, c'est pas exactement non plus la réalité, mais disons ça s'en approche un petit peu plus. Mais du coup, dans le cas de l'antisémitisme et de l'islamophobie, on est vraiment dans un conspirationnisme des dominants, qui est le conspirationnisme majoritaire, entendons-nous bien. Finalement, le conspirationnisme des dominés,
il est quand même assez minoritaire dans l'espace médiatique, alternatif aussi sur Internet. Ce qui domine, c'est le conspirationnisme des dominants, et dans le cas de l'antisémitisme et du racisme anti-musulman, c'est un conspirationnisme principalement porté par des hommes blancs, et auquel adhèrent d'ailleurs beaucoup d'hommes blancs, qui va expliquer tous les problèmes par des minorités raciales qui sont accusées de tous les maux économiques, sociaux, politiques. Et ces conspirationnismes des dominants, que ce soit le produit vraiment d'une volonté ou que ce soit simplement le produit d'une conscience qui fait que, évidemment, on recherche la préservation de ses privilèges et de ses intérêts matériels de classe et de race et de genre aussi, vont évidemment faire en sorte que ça détourne de facto l'attention du fait que eux-mêmes sont des dominants, d'une part, et qu'ils recherchent souvent d'ailleurs activement la reproduction de cette domination, et puis d'autre part, ça détourne l'attention également des structures de domination, des rapports de classe, etc., qui sont véritablement au fondement de la domination, disons sur les aspects où effectivement leur public se retrouve en position de dominer. Donc voilà, par exemple, le capitalisme, où évidemment ils peuvent avoir une position de dominer, même si évidemment là il y a toute la question aussi de la classe moyenne, puisque bon, le conspirationnisme, contrairement à ce qu'on pense, est pas majoritairement un phénomène de prolétarien, mais c'est aussi un phénomène, et peut-être même majoritairement de classe moyenne. Et évidemment, les classes moyennes, dans le capitalisme, ont des intérêts très particuliers qui font qu'ils n'ont pas tellement intérêt à abattre le capitalisme, qui leur donne quand même un certain nombre de privilèges et d'avantages matériels par rapport au prolétariat. Et donc, évidemment, ils ont plus intérêt à ce que simplement certains aspects du capitalisme, entre guillemets, disparaissent, même si, dans le cadre du conspirationnisme, c'est sous un mode un peu fantasmatique il faudrait que la conspiration de la finance internationale disparaisse. Donc, je pense que c'est important, effectivement, de rappeler que le conspirationnisme majoritaire aujourd'hui, et qu'il faut dénoncer, je pense, encore plus fortement, c'est ce conspirationnisme des dominants, principalement d'hommes blancs de classe moyenne. Et puis après, évidemment, bon, il y a évidemment le conspirationnisme d'État qu'il faut évidemment dénoncer également, que ce soit le conspirationnisme d'État au Moyen-Orient qui attribue les contestations populaires des printemps arabes à un complot de la CIA et de Tel Aviv, ou que ce soit le conspirationnisme d'État en France, De Gaulle qui attribuait mai 68 à des menées de la Chine maoïste ou de l'URSS, ou Macron qui attribuait les gilets jaunes aussi à une manipulation des services secrets russes. Oui, tout à fait. Historiquement, on peut quasiment parler d'une dimension contre-révolutionnaire du conspirationnisme. Voilà, par exemple, la bien connue théorie du complot Illuminati, elle a été inventée par deux aristocrates français, Augustin Baruel et John Robinson, qui ont accusé un groupe de conspirateurs d'avoir, voilà, les Illuminés, d'avoir voulu renverser l'Europe après la Révolution française. Donc c'était des aristocrates en exil qui vont justement dire que les revendications républicaines à la Révolution française, bah, finalement, ce serait un complot. Et donc ce qu'il y a derrière cette idée, et qu'on trouve également, tu l'as dit, chez les dictatures du Moyen-Orient, le Yémen, l'Iran, la Syrie, etc., qui vont parler de machination de la CIA pour les printemps arabes, c'est l'idée que les gens finalement sont trop idiots pour se révolter d'eux-mêmes. Donc des gens les payent, que ce soit des agitateurs, je parlais tout à l'heure du protocole des sages de Sion, bah ça pareil, il faut pas oublier que aujourd'hui on entend beaucoup dire oui, les gens qui y croient sont vraiment idiots, c'est un truc fait pour les gens qui ont des biais cognitifs, etc. Mais à la base, il s'agit d'un faux document rédigé par les services secrets du Tsar pour détourner la colère populaire contre les juifs. C'est quelque chose qui a été créé par un État, et pas n'importe quel État, un grand État européen à la base, hein, c'est la Russie tsariste. Et donc voilà, le conspirationnisme bourgeois, le conspirationnisme d'État, il n'est pas assez thématisé. On a vu récemment certains rapports de police qui vont parler de figures de la DGSI notamment, qui vont parler de figures de ce qu'ils appellent la nébuleuse, donc le terme est éloquent, la nébuleuse de l'ultra-gauche française, voilà, l'affaire Tarnac en a été un bon exemple, hein, et qui vont dire que voilà, ces gens, souvent c'est 2-3 mêmes personnes, le nom de Julien Coupard revient souvent, c'est eux qui dirigent dans l'ombre une vaste entreprise de subversion de la société. Oui, d'ailleurs, cette idée était déjà présente à la fin du 19e siècle, où
où on pensait qu'il y avait un complot anarchiste mondial. Ce conspirationnisme des dominants, et là en l'occurrence de l'État, il a toujours été extrêmement important. Alors après, on peut se poser la question de comment est-ce qu'on explique le conspirationnisme des dominants, qui à mon avis doit être expliqué un peu de manière différente du conspirationnisme des dominés. Le conspirationnisme des dominants, il y a évidemment une dimension instrumentale extrêmement forte. Les services secrets tsaristes, quand ils forgent le protocole des sages de Sion, leur but, c'est évidemment de détourner la colère populaire dirigée contre le tsar, de la détourner vers les juifs pour provoquer des pogroms, etc., etc., qui est une forme de gouvernementalité assez habituelle dans le tsarisme, à chaque fois qu'il y a des problèmes, de blâmer les juifs de manière à détourner la colère des classes populaires. Donc il y a évidemment une dimension instrumentale qui est indéniable. En même temps, il ne faudrait pas non plus tomber que dans une théorie instrumentale de ce conspirationnisme des dominants, puisque parfois le conspirationnisme des dominants est sincère. Les dominants aussi peuvent avoir recours au conspirationnisme pour comprendre des phénomènes qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Alors parfois qui n'arrivent pas à comprendre simplement parce que ils ne veulent pas se remettre en cause, ils veulent pas remettre en cause leur domination. C'est évidemment beaucoup plus facile pour De Gaulle de croire que mai 68 est un complot russo-chinois que de se dire que c'est une contestation fondamentale de la société bourgeoise qu'il dirige. Donc il faut aussi s'intéresser, je pense, au conspirationnisme des dominants comme le reflet d'une conscience et d'une vision du monde qui leur permet aussi inconsciemment d'éviter de se remettre en cause en tant que dominant et qui permet d'attribuer tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer à un complot extérieur et non pas à leur propre domination. Et c'est également le cas chez Alain Soral, le fait d'attribuer tous les problèmes aux juifs, y compris vis-à-vis d'un public musulman qu'il essaye de toucher, ça a l'énorme avantage de ne pas voir que le principal problème dans le racisme anti-musulman, c'est évidemment la domination et le suprémacisme blanc en France, dont Alain Soral est d'ailleurs un des principaux défenseurs, même si il le fait parfois de manière un peu masquée, notamment vis-à-vis des musulmans. Oui, il y a des schèmes conspirationnistes qui sont vraiment repris et développés par la bourgeoisie, parce que ça permet de mobiliser aussi sa classe et un peu plus loin contre un ennemi commun. Et donc du coup, à chaque fois qu'on porte atteinte aux intérêts de la nation, qu'il y a une insurrection, quelque chose comme ça, et ben on essaye de dire mais c'est parce que c'est tel ennemi et donc il faut que nous on se soude, on soit rassemblés. Lors du mouvement des Gilets jaunes, voilà, en plein direct sur CNews, on avait une intervenante qui a affirmé que ce mouvement était impulsé par les frères musulmans, et sur le plateau de LCI, il y a plus 4 journalistes qui étaient tous d'accord, dont David Pujadas, pour penser que la condamnation symbolique bien sûr, par l'ONU des violences policières en France, répondait à une demande explicite de la France insoumise et du Venezuela. Donc voilà, on va encore essayer, c'est un peu un remake de la guerre froide en fait, on va dire oui, mais c'est à cause de l'axe islamisto-socialiste d'Amérique latine, etc. Donc là aussi on a une théorie du complot, on comprend pas que cet axe n'existe pas en fait, où il est tellement fragmenté, il y a des intérêts tellement divers, il y a des fractures sociales partout, et c'est ça ce que ne dit pas le conspirationnisme. Et donc voilà, et c'est aussi une volonté de surfer sur la vague du conspirationnisme, qui permet, de souder en un bloc national contre toute tentative de subversion, et également dans le même temps justement de profiter du discrédit croissant des institutions officielles et un peu du vieux monde politique, comme le dit l'expression consacrée, pour se faire passer pour un anti-système. Pendant l'élection présidentielle de 2017, ce qui était assez surprenant, c'est que absolument tous les candidats se réclamaient de l'anti-système. Même Manuel Valls a dit qu'il était contre le système, Fillon a fustigé ceux qui voulaient sauvegarder leur précaré et profiter du système, Macron il a dit que c'était le candidat du renouveau contre le système, donc on voit que c'est une rhétorique très souvent mobilisée en fait, c'est quelque chose qui est politiquement pratique, qui est rassurant et qui en même temps ça permet d'unir des gens. Oui, je pense que c'est important effectivement de mettre l'accent sur le fait que le conspirationnisme n'est pas simplement quelque chose qui serait faux, ou les théories du complot qui ne seraient pas simplement des théories qui seraient fausses, mais il faut aussi s'intéresser, surtout de la part des promoteurs, parce que la question de l'adhésion est un petit peu différente,
est-ce qu'elles ne sont pas aussi souvent instrumentales, et instrumentales de deux manières, soit parce qu'elles relèveraient consciemment de la défense d'intérêts de dominants notamment, soit qu'elles soient l'expression inconsciente de ces mêmes intérêts. Ce type de raisonnement s'applique aussi en partie aux adhérents de la théorie du complot, c'est-à-dire que, évidemment, que lorsqu'on est juif, on va pas croire à la théorie du complot antisémite. Enfin, après, il y a effectivement quelques contre-exemples, hein, notamment Gilad Atzmon, qui est un important promoteur du conspirationnisme avec Alain Soral, mais globalement, on voit bien que les gens qui adhèrent à des théories du complot particulières ou à des conspirationnismes particuliers, la distinction que je fais évidemment, hein, c'est que théorie du complot, c'est sur un phénomène particulier qui s'expliquerait par un complot, alors que dans le conspirationnisme, tout s'explique par un complot, une conspiration généralisée, disons, par tel ou tel groupe. Quoi qu'il en soit, j'ai tendance à penser que l'adhésion ne peut se faire, et se fait tendanciellement aussi, que quand, évidemment, ça cadre bien, ou au moins que ça ne les nie pas, avec les intérêts matériels des individus, ce qui fait que, évidemment, dans la communauté africaine-américaine, on va pas croire à un grand complot noir, ou que chez les juifs, on va pas croire à un grand complot juif, ou chez les francs-maçons, on va pas croire à un grand complot franc-maçon. Et donc finalement, un des ressorts de l'adhésion à telle ou telle théorie du complot ou au conspirationnisme, c'est évidemment, pour ceux qui y adhèrent, hein, pas pour ceux qui les formulent, c'est un besoin de comprendre la réalité sociale, ça on l'a déjà expliqué, mais c'est aussi, on y adhère aussi parce que ce besoin ne nous remet pas en cause, et donc c'est aussi ce qui explique le succès des théories conspirationnistes antisémites, parce qu'effectivement, les juifs sont une minorité à l'échelle mondiale, donc effectivement, la théorie du grand complot blanc aux États-Unis rencontre beaucoup moins de succès, puisque en dehors de la communauté afro-américaine, mais aussi d'ailleurs de la communauté mexicaine ou chicana, voilà, elle rencontre beaucoup moins de succès pour des raisons assez évidentes. Ce qui ne veut pas dire que je ramène évidemment l'adhésion à telle ou telle théorie du complot ou à tel ou tel type de conspirationnisme uniquement à une expression inconsciente d'intérêt matériel, mais plutôt il faut le voir d'une manière négative, c'est que souvent on ne peut adhérer à telle ou telle théorie du complot ou à tel ou tel conspirationnisme que parce que ça ne touche pas à nos intérêts matériels, à part évidemment dans certains cas assez limités. Et d'ailleurs là je pourrais ajouter que non seulement on ne va pas toucher à ces intérêts matériels, mais en plus on ne va pas toucher non plus aux structures sociales dont on fait partie, notamment en tant que dominant, lorsqu'il s'agit notamment du racisme ou du patriarcat, mais même aux structures sociales dont on fait partie en tant que dominé du capitalisme, puisque évidemment on peut avoir tendance à défendre ce qu'on a, même le peu qu'on a, et donc à défendre l'ordre existant qui nous donne le peu qu'on a, c'est-à-dire le capitalisme. Effectivement, il y a des positions de classe derrière les théories du complot qui sont pas automatiques, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on n'est pas juif qu'on va automatiquement sombrer dans des théories antisémites, mais voilà, ça fait écho à quelque chose. Par exemple, il y avait Gabriel Tarde qui disait à propos d'Édouard Drummond, justement, c'est pour que sa théorie suscite l'antisémitisme, il faut que sa tentative d'agitation réponde à un certain état d'esprit disséminé parmi la population, mais tant qu'une voix ne s'élevait pas retentissante qui prête une expression commune à cet esprit, il restait purement individuel, peu intense, encore moins contagieux et inconscient de lui-même. Donc les théories du complot, elles tombent pas du ciel, elles sont formulées, elles sont formalisées par des théoriciens, mais il faut qu'elles soient en certaine résonance avec ce que le public de ces théories est prêt à comprendre. Et si les théories antisémites sont un classique des théories conspirationnistes, c'est justement parce qu'il y a tout un historique de la discrimination des juifs, depuis l'antijudéisme médiéval aux théories conspirationnistes d'aujourd'hui, qui font qu'ils peuvent être pointés comme bouc émissaire. Si on faisait pareil en disant pas les juifs mais n'importe quoi d'autre, ça pourrait marcher moins bien. Il faut effectivement qu'il y ait une domination déjà assise et que finalement on rebondit là-dessus pour formuler des théories conspirationnistes. Oui, c'est intéressant effectivement cette question des racines matérielles du conspirationnisme antisémite. Des chercheurs avaient par exemple montré
que pendant la Seconde Guerre mondiale, le thème du complot juif marchait beaucoup mieux en Roumanie que en Bulgarie. Pour une raison très simple, c'est que, même s'il ne faut pas tomber non plus dans un matérialisme réductionniste et dans un économicisme, mais du fait que la communauté juive en Bulgarie était relativement pauvre, marginale, et tout en étant quand même relativement bien intégrée. Bon, c'était le cas aussi en Italie, alors qu'en Roumanie et en Hongrie aussi d'ailleurs, il y avait effectivement une partie de la bourgeoisie financière qui était juive. Et donc, évidemment, le fait que une partie de la bourgeoisie financière était juive et elle-même le produit de l'antisémitisme et de l'antijudaïsme historique, puisque c'est parce que les juifs ont été finalement privés d'autres opportunités, comme notamment le fait de posséder de la terre, qu'ils se sont retrouvés tendanciellement dans des métiers liés au commerce et à l'argent, qui a fait qu'au moment de l'émergence du capitalisme au XIXe siècle, tendanciellement, une partie d'entre eux, évidemment, parce qu'il y a une énorme partie des juifs d'Europe de l'Est notamment qui étaient des prolétaires, mais une partie d'entre eux, disons, s'est retrouvée dans les professions financières et bancaires. Et donc, évidemment, il s'agit surtout pas de dire « Ah, donc finalement, ça a quand même une base de rationalité, l'antisémitisme conspirationniste », mais c'est simplement pour comprendre comment est-ce que les théories conspirationnistes, à part certaines évidemment qui sont complètement délirantes, comme la question des Illuminati, bon effectivement qui est une secte qui a existé en Bavière dans les années 1780, mais enfin bon ça fait bien longtemps que cette secte a disparu, elle a été dissoute dans ces années-là également, et la thèse des reptiliens, des extraterrestres, etc. Si on va sur des théories, disons conspirationnistes qui sont un petit peu plus rationnelles, les jésuites, les francs-maçons, les juifs, etc., etc. Enfin, disons qui au moins ciblent des acteurs réels, parce que bon, les extraterrestres, jusqu'à preuve du contraire, n'existent pas. Eh bien, là, souvent, il y a toujours souvent une racine matérielle qui va faire, d'une part, que les entrepreneurs en conspiration vont pouvoir agiter le chiffon rouge. Donc, par exemple, des théoriciens conspirationnistes catholiques vont pouvoir agiter le chiffon rouge des francs-maçons, parce qu'effectivement, il y a des francs-maçons en France et qu'effectivement, ils ont de plus en plus d'importance à la fin du 19e siècle. Au 18e siècle, on va pouvoir agiter le chiffon rouge du complot jésuite, parce qu'effectivement, les jésuites ont une certaine importance à l'échelle mondiale. Au 19e siècle, on va pouvoir agiter le chiffon de l'antisémitisme, puis au 20e siècle aussi, parce qu'effectivement, les juifs occupent une place dans la société, notamment allemande et française, qui fait que effectivement, ils ont un petit peu d'influence dans le domaine culturel, ils ont un petit peu d'influence dans le domaine financier, et à partir de ça, évidemment, on va extrapoler et on va dire que finalement, les juifs contrôlent toute la finance, alors qu'ils n'en contrôlent qu'un tout petit secteur. On va dire qu'ils contrôlent tous les médias, toute la culture, etc., etc. Toujours en se basant donc sur un élément qui factuellement est vrai, qu'effectivement ils avaient une petite place. Bon, je prends un exemple un petit peu absurde, mais le conspirationnisme antisémite marche moins au Groenland ou dans des endroits où il n'y a absolument pas de juifs. Même si le conspirationnisme antisémite est quelque chose d'un petit peu compliqué, puisque souvent on dit que c'est un complot mondial, donc effectivement, il y a aussi une adhésion au conspirationnisme antisémite dans des endroits où factuellement il y a très peu de juifs. Mais déjà parce que on raisonne à une échelle globale aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément le cas par exemple au 19e siècle. Mais du coup, pour revenir sur cette question des racines matérielles, les théories conspirationnistes sont agitées contre une minorité parce que effectivement cette minorité existe et qu'on peut effectivement en extrapolant énormément lui conférer un peu de pouvoir, et en l'occurrence là on lui confère tout le pouvoir. Et puis deuxièmement, pour ce qui est de la question de l'adhésion, eh bien évidemment souvent on va voir dans ces théories conspirationnistes, dans ces théories du complot, quelque chose qui serait en partie factuellement vrai, et comme elle correspond, en tout cas elle n'entre pas en contradiction avec une volonté de comprendre, une volonté de se révolter contre une société injuste, etc., etc., eh bien on va adhérer à telle théorie. Donc sur le cas de l'antisémitisme français, par exemple, au moment de l'affaire Dreyfus, c'est assez intéressant de voir que effectivement il y avait des gens qui adhéraient au conspirationnisme
antisémites parce que finalement ça leur permettait d'expliquer le fait qu'ils soient en déclin ou qu'ils aient raté leur ascension sociale, donc en mettant ça sous la faute des Juifs. D'autres, alors là je prends le cas de l'Allemagne, mais des paysans qui pouvaient adhérer à des théories antisémites parce qu'effectivement une partie des grossistes qui leur rachetaient leur production étaient juifs, et donc comme ça ils pouvaient attribuer tous les problèmes, la chute des prix, les problèmes de mévente, etc., aux juifs. Donc on voit bien comment est-ce que effectivement il y a un lien, mais qui est évidemment très relatif et qui a une autonomie évidemment de l'idéologie très forte, mais qui a un lien quand même évidemment entre des structures matérielles et des théories conspirationnistes, et aussi dans les moteurs de l'adhésion et de la promotion de ces théories. Mais évidemment, quand je dis ça, il ne faut pas non plus tomber dans une théorie bassement économiciste et réductionniste du conspirationnisme et de l'adhésion au conspirationnisme, mais il faut simplement essayer de comprendre pourquoi est-ce que certaines minorités peuvent être visées, et souvent ces minorités sont visées d'une part parce qu'elles sont minoritaires, et donc on peut les attaquer plus facilement, et d'autre part parce que effectivement elles ont un petit peu de pouvoir. C'est pour ça que par exemple les théories conspirationnistes visent rarement en totalité des groupes qui seraient complètement marginalisés, et lorsqu'il y a un conspirationnisme qui vise des dominés comme par exemple les migrants, etc., ou les Noirs par exemple dans les années 60, souvent ceux-là ne sont vus que comme des marionnettes au service d'intérêts plus puissants. Donc dans les années 60 par exemple, les Black Panthers étaient vus comme simplement l'instrument de la domination juive, et aujourd'hui les migrants ne sont vus que comme finalement les marionnettes au service du nouvel ordre mondial qui serait dirigé par les juifs. Voilà, il faut trouver le juste milieu entre des interprétations purement psychologiques de l'adhésion à des théories du complot, qui seraient dues à des biais cognitifs, à un illogisme complet, alors qu'au contraire, en fait, chez les gens qui adhèrent à des théories du complot, ils disposent d'une certaine logique. C'est une logique qui est fausse, mais pour eux, l'enchaînement est logique. Ils lisent des tas d'articles qui vont expliquer chaque étape de la domination reptilienne à l'échelle mondiale, etc. Mais voilà, pour eux, ils se sentent informés. Donc il faut trouver le juste milieu entre une interprétation qui soit purement psychologique et un économicisme vulgaire, comme tu l'as dit. Et moi, je pense que pour qu'une théorie du complot puisse émerger et puisse s'implanter durablement au sein d'une population donnée, il faut la combinaison de deux facteurs. C'est donc l'existence d'une population déjà discriminée à accuser, et un sentiment d'injustice profond. Donc c'est pour ça que notamment que les théories conspirationnistes sont particulièrement exacerbées en période de crise sociale. C'est qu'on s'estime lésé, on se dit qu'on est dominé par on ne sait qui, on ne sait pas vraiment mettre les mots dessus, donc on va justement extrapoler et adhérer à une théorie du complot qui nous donne des éléments de compréhension qui nous font défaut et qui nous expliquent justement que pourquoi le monde va mal, pourquoi nous on va mal, etc. Et ensuite, les idéologies conspirationnistes vont acquérir, comme tu l'as dit, effectivement une certaine autonomie et se développer en dehors de ça. Et c'est pour ça que donc que le conspirationnisme est un fait social qui doit être analysé comme tel. Voilà. La théorie communiste qu'on promeut, qu'on diffuse, elle a vocation à fournir des outils critiques qui vont permettre de supplanter de telles approches conspirationnistes. Mais pour cela, il faut au préalable les prendre au sérieux, les théories du complot. Il ne faut pas juste les balayer d'un revers de la main, il faut penser qu'elles répondent aux aspirations de celles et ceux qui y adhèrent à comprendre le monde social. Et donc en ce sens, nous n'avons pas à être anti-conspirationnistes parce que nous sommes tout simplement pro-communistes en fait. Au lieu de se situer sur le terrain de l'affrontement manichéen, je dirais, avec les théories du complot, notre tâche à nous, c'est de dire les mécanismes d'exploitation, d'analyser les structures de domination pour ce qu'elles sont, sans y projeter des conspirations un peu partout, et ainsi de fournir les clés d'analyse aux gens qui chercheraient à comprendre d'où vient l'injustice, d'où vient la domination dans la totalité sociale capitaliste. Oui, tu as raison, effectivement, que finalement, en tout cas que l'anticonspirationnisme ne doit pas être le principal combat, puisqu'on voit bien qu'effectivement les sites d'extrême gauche qui sont uniquement tournés vers ça tournent un peu en rond. En tout cas qu'effectivement,
Ce qui compte, effectivement, c'est plutôt la promotion et la défense d'une critique radicale et d'une critique matérialiste de la société, ce qui implique évidemment donc de proposer une vision du monde alternative, matérialiste, des injustices, des inégalités, de la domination, de l'exploitation, même si évidemment, et là il faut bien en avoir conscience, même si la théorie du complot, entre guillemets, elle a l'avantage, d'être plus simple que la théorie marxienne, il faut bien le reconnaître, et deux, souvent de viser effectivement, comme tu l'as dit, des groupes minoritaires dont on ne fait pas partie, et donc c'est plus facile, entre guillemets, d'entendre, quand on est un homme blanc de classe moyenne, d'entendre parler de la conspiration juive, que de lire, que de s'informer sur à quel point est-ce que les classes moyennes, les hommes et les blancs bénéficient de privilèges liés à leur position dans les rapports de domination de genre, de race et de classe. Il faut bien être honnête là-dessus, sur le fait que les théories du complot, évidemment, elles séduisent plus que les théories matérialistes, d'une part parce qu'elles sont plus simples, on va dire à un niveau épistémologique, en termes de connaissance, de compréhension, d'intelligibilité du réel, et d'autre part parce qu'elles ne remettent pas en cause les individus, et donc évidemment c'est par un autre biais sans doute que les théories communistes, matérialistes, etc. peuvent exercer un certain attrait, d'une part par le fait qu'effectivement elles ont un pouvoir d'explication rationnel bien plus important, et d'autre part par le fait qu'elles promeuvent réellement une vision émancipatrice, et donc qu'elles ont au moins ce mérite-là de promouvoir, même indirectement par le biais de la critique des structures de domination, une société réellement émancipée des rapports de domination et d'exploitation, et aussi des processus de domination impersonnelle du capital. On peut aussi penser à la célèbre formule de Marx qui dit que la religion est l'opium du peuple. En fait, en disant ça, il ne fait pas référence uniquement aux propriétés analgésiques endormantes de la drogue. Il faut compléter la citation. Marx dit la religion est l'opium du peuple, elle est le cœur d'un monde sans cœur. Donc, ce qu'il souligne, c'est que la religion, elle sert à faire accepter le réel à des gens qui souffrent et qui ne parviennent pas à analyser les causes réelles de leur misère, en fait. Et c'est un peu aussi le même mécanisme des théories du complot, entre guillemets, populaires. Là, je parle pas du conspirationnisme d'État. C'est fournir des explications, mais qui ne sont pas vraiment émancipatrices. Au final, c'est un cul-de-sac. Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent elles sont promues par effectivement des entrepreneurs en conspiration comme Alain Soral, qui eux n'ont pas intérêt à une émancipation réelle, et qui préfèrent voilà, se contenter de faire de l'argent sur ça, et éventuellement, si jamais ils arrivent au pouvoir, ne pas du tout promouvoir une société émancipatrice, mais au contraire de renforcer les dominations existantes, et évidemment d'éliminer partie de la finance. Évidemment, c'est pas du tout émancipateur. Il faut garder à l'esprit que la théorie matérialiste permet mieux d'expliquer aux gens leur propre misère, mais souvent, ce qui malheureusement bloque un petit peu l'adhésion à ces théories matérialistes, c'est évidemment quand on est dans le cadre d'une théorie matérialiste intersectionnelle ou totale, qui comprend les rapports de domination impersonnelle, mais aussi les rapports de classe, les rapports de genre, les rapports de race, c'est que souvent, ça implique une remise en cause aussi de notre position de dominant et de privilégié, le cas échéant, évidemment. Et donc, que là où je pense les théories matérialistes peuvent le plus convaincre et le plus facilement convaincre, c'est évidemment lorsqu'elles s'adressent à des populations dominées. La théorie féministe matérialiste convaincra plus facilement les femmes, la théorie matérialiste de la race, du racisme convaincra plus facilement les minorités raciales, mais évidemment, elles ont l'inconvénient, mais en même temps, je pense, la force de remettre en cause aussi les rapports de domination dans lesquels eh bien, nous sommes pris aussi parfois en tant que dominants. D'ailleurs, je parlais d'une dynamique contre-révolutionnaire des théories du complot, mais plus largement, il y a effectivement à chaque forme d'émancipation sociale, chaque période d'émancipation sociale,
on assiste à l'émergence, alors parfois c'est parfois minoritaire, mais d'une théorie du complot qui va justement tenter de conserver l'ordre existant. Là, par exemple, il y a Éric Zemmour, Alain Soral qui vont beaucoup évoquer la féminisation de la société. C'est une forme de backlash, donc de contre-offensive à l'émancipation féministe qui est en train de se jouer depuis les années 70-80. Et donc on a ça souvent, on avait également ça contre les Black Lives Matter aujourd'hui, avec le mouvement QAnon, etc., le mouvement Bougalou, etc. Donc tous ces espèces de groupuscules aux États-Unis qui vont attribuer finalement le changement social qui est en train de s'opérer, même si c'est à un niveau encore minime, en fait, à une attaque diligentée justement par un complot extérieur, halogène, en tout cas hostile. Il y a une séquence conspirationniste qui est celle de la crise sociale, dans les deux sens du terme, soit une crise d'émancipation sociale, soit une crise économique et donc un reflux des luttes ouvrières, etc. Mais dès que la société du capital est ébranlée, il y a conspirationnisme. Peut-être pour finir sur des choses un petit peu plus optimistes que ce que je viens de dire, il faut bien prendre conscience que en dehors des cas où on serait absolument dominé sur tous les plans et que du coup on ne puisse que gagner matériellement à l'abolition de tous les rapports de domination, il faut bien prendre conscience que dès qu'on est au moins dominant dans un domaine, qu'on soit par exemple valide, ou qu'on soit un homme, ou qu'on soit cisgenre, ou qu'on soit blanc, ou qu'on soit de classe moyenne, ou bourgeois, etc., etc., il faut bien prendre conscience que si on veut s'émanciper nous-mêmes sur les plans où on est nous-mêmes dominés, le cas échéant, évidemment, ça implique de ne pas recourir aux théories du complot sur les domaines où on est nous-mêmes dominés, puisque évidemment, il faut le redire, hein, ce sont des impasses à la fois en termes de compréhension et des impasses politiques. Mais d'autre part, il faut bien avoir conscience que si on veut s'émanciper sur les plans où on est nous-mêmes dominés, ne serait-ce que on veut s'affranchir de la domination impersonnelle du capital, eh bien, il faut bien avoir conscience que si on ne reconnaît pas les autres formes de domination et d'oppression dans lesquelles on est dominant, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que les personnes qui seraient, entre guillemets, dominantes dans les champs où on est dominé et dominé dans les champs où on est dominant, eux-mêmes ne croient pas à des théories du complot qui nous sont nuisibles ou qu'elles-mêmes ne promeuvent pas, en tout cas, la défense des rapports de domination dans lesquels on est nous-mêmes dominés. Bon, tout ça, pas pour dire que je crois à l'unité des dominés sur la base d'alliances, de reconnaissance, etc., etc. Mais disons que, au moins, reconnaître le fait que, en promouvant la défense de nos intérêts de dominants, notamment à travers la croyance à des théories conspirationnistes, eh bien, on ne peut pas s'attendre à ce que le mouvement d'émancipation grossisse, puisqu'on divise les luttes. Si on croit au conspirationnisme antisémite, on empêche des camarades juifs et juives de rejoindre nos luttes. Si on croit au complot féministe, on empêche nos camarades femmes féministes de rejoindre nos luttes. Si on croit au complot transgenre, on empêche nos camarades trans de rejoindre nos luttes. Donc voilà, il faut bien aussi avoir conscience, même si peut-être qu'il ne faut pas tout ramener justement à cette question des intérêts, et peut-être justement qu'il s'agit aussi parfois au nom de l'émancipation, s'affranchir de ses intérêts matériels et être prêt à adhérer à des théories, entre guillemets, qui nous font mal et qui remettent en cause nos privilèges. Voilà, je pense qu'on peut finir peut-être là-dessus, sur cette émission sur le conspirationnisme, en disant que il ne faut pas adhérer à des théories parce qu'elles nous font du bien uniquement, mais aussi parce qu'elles promeuvent une vision émancipatrice et matérialiste, y compris lorsqu'elle remet en cause notre propre position de dominant dans tel ou tel champ. Du coup, on te remercie beaucoup, Lucky, de nous avoir un peu éclairé sur le conspirationnisme. On espère que cette émission vous aura intéressé, et on renvoie évidemment à nos autres émissions, notamment sur l'antisémitisme d'extrême droite, qui aborde cette question du conspirationnisme à travers un angle plus traditionnel, plus proche de la critique de la valeur, et voilà, centré uniquement sur l'antisémitisme.
Donc merci Lucky. Merci à toi. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégales. Non, la race n'existe pas. Si, la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités.